Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le samedi 9 avril. Merci de votre attention et de votre fidélité. C'est une formule à la mode, speed, rapide, comme sans doute notre temps. Speed Walking, c'est de cela qu'il s'agit. Des porteurs de projets, de futurs créateurs d'entreprises, appelés à convaincre en quelques minutes qui d'un expert comptable, d'un juriste ou d'un directeur des ressources humaines pour convaincre donc de la faisabilité de leur projet, même parfois d'une simple idée. C'est le Rotary Club de Pointe-à-Pitre qui en est à l'origine d'un concours au terme duquel les meilleurs ont été récompensés. Karine Gelman. Fin des premiers entretiens. Porteurs de projet, à vos marques, c'est parti pour un speedworking sur la création d'entreprises. Et créer son entreprise en France, c'est un parcours du combattant. Alors des conseils dans les domaines tant du financement que les ressources humaines ou encore dans la communication avec des professionnels sont les bienvenus. Muriel a un concept top secret dans la restauration qu'elle souhaite mettre en œuvre. Elle est donc venue poser ses questions. Je passe un concours pour pouvoir proposer nos projets et je me suis inscrite sur internet et puis j'ai payé ma quote-part et puis c'est la première fois, oui. C'était comment? Bien dans ma peau. Je vais vendre mon bébé, non? Des massages dans une ambiance particulière, c'est l'idée de Thomas, mais nous n'en saurons pas plus. C'est une clinique de massothérapie dans un contexte plus particulier que ce qu'on voit à l'habitude. C'est du massage, mais dans un contexte... dans mon cas, je suis en Guadeloupe depuis pas très longtemps. J'ai grandi ici et je suis parti à l'étranger. Et ma situation m'a amené à devoir me rendre compte de quelles sont les possibilités pour moi, qui est quand même jeune. Et j'ai vu comme ça qu'il y avait un concours, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancé là-dedans. Mais le speedworking, c'est quoi exactement? Ils ont aussi un speed dating, un speedworking véritablement, où là, cette partie est véritablement ouverte au grand public. Vous n'êtes pas forcément porteur de projet, mais vous avez une idée en tête. Vous voulez vous poser des questions. C'est l'occasion de venir aujourd'hui. Donc, vous avez là aussi 8 domaines de compétences différentes. Donc, pareil, expertise comptable, communication, microcrédit, organisme de microcrédit, toute autre ressource humaine où le public peut venir poser leurs questions et avoir des réponses. Cette manière un peu rapide d'échange, des fois fait ressortir l'essentiel. Alors que si on prend plus de temps pour discuter, on peut partir dans tous les sens, on peut facilement en dire trop ou pas forcément dire les bonnes choses. Et je pense que c'est aussi plus ludique, plus amusant aussi, parce qu'avant tout, on vient pour un échange, mais on vient pour un échange à travers une passion, des intérêts qui peuvent très bien se faire dans ce contexte-là. Le speedworking, donc 10 minutes pour exposer une idée, un concept à la mode. Et à l'issue de cette journée, 10 porteurs ont été récompensés avec notamment des heures de consultation et d'accompagnement en entreprise. Ça, c'est la Guadeloupe d'aujourd'hui et de demain sans doute, mais il y a également celle d'hier, celle des personnes âgées. Et comment bien vieillir en Guadeloupe, un sujet d'intérêt compte tenu du vieillissement de la population, une problématique socio-économique d'ailleurs, qui est prise en compte désormais par les responsables politiques. Mais c'est d'abord une question de santé, c'est en tout cas par ce prisme que la municipalité de Sainte-Rose aujourd'hui a organisé une conférence débat sur l'activité physique, l'alimentation ou le sommeil de ces personnes âgées, thème des échanges avec des professionnels de la santé. Le reportage d'Éric Pommier. 31% de la population française aura 60 ans en 2030 et dépassera largement le nombre de jeunes, 21% en 2030, d'où une conférence débat salle Beauperthu à Sainte-Rose autour du thème « Comment bien vieillir en Guadeloupe ». La salle est comble, le public bien sûr est essentiellement composé de seniors hommes et femmes, sensibles et surtout tous conscients d'un enjeu de santé à prendre en considération. Alors en Guadeloupe, on vieillit bien, heureusement, parce que nous avons constaté que nous avons une population âgée qui est en forme,
qui est active, qui est pas sédentaire. Mais notre souci, c'est que la Guadeloupe va vieillir de plus en plus. Et nous allons devenir dans quelques années, d'ici 2030, le 4e département, 3 ou 4, le plus âgé de France. Donc nous avons quand même des devants à prendre parce que parallèlement à ça, nos personnes âgées ont beaucoup de pathologies chroniques, diabète, hypertension, beaucoup de douleurs. Donc c'est important de faire passer ce genre de message. De tous les paramètres liés à la problématique de bien vieillir, l'accent a surtout été mis sur la qualité du sommeil et ses vertus réparatrices, et donc sur une hygiène de vie à respecter. Et c'est d'autant plus intéressant de faire passer ce message de prévention parce que souvent on fait des conférences et des manifestations autour des pathologies, diabète, hypertension, mais la prévention est aussi tout importante pour pouvoir justement avoir les armes pour soi, mais aussi pour les nouvelles générations qui viennent, puisque ce sont des messages que l'on pourra passer aussi à nos enfants et à nos petits-enfants. Dormir en effet moins de 6 heures régulièrement, c'est indubitablement se mettre en danger et ainsi augmenter considérablement les chances de maladie, diabète, cancer ou problèmes cardiaques. Bien vieillir passe par une alimentation saine et bien sûr par une activité physique régulière. Et je vous le disais, le vieillissement de la population est une problématique socio-économique qui interpelle et mobilise, on peut le dire, les responsables politiques. Aujourd'hui, sur le plan des compétences, c'est bien sûr le conseil départemental qui a la charge de mener des politiques d'accompagnement de ces personnes âgées. Cette semaine, le Conseil a honoré 5 centenaires. Il y en a de plus en plus dans notre pays. Une manière d'illustrer sa politique de proximité, Muriel Barlagne a rencontré une des récipiendaires. Elle s'appelle Alexandrine Kozema et elle est âgée de 102 ans et toujours pimpante. Elle est née le 19 mars 1914. Elle vient tout juste de fêter ses 102 ans. Alexandrine Kozema est en pleine forme, si ce ne sont parfois un peu d'arthrose et de rhumatisme. Pas besoin de canne pour se déplacer ni de lunettes pour lire. Très entourée par sa famille et ses voisins, la centenaire vit encore chez elle, à la Bouaille. Comme tout un chacun, elle a connu des périodes difficiles, mais selon ses proches, la femme courageuse a toujours su garder le sourire. Son sentiment de bien-être n'a pas pris une ride. Toujours pareil. Tu te sens bien? Merci, toujours pareil. Dès qu'il n'y a pas de souffrance. Ben oui. Ça a été quelqu'un vraiment d'appréciable dans le quartier. Je pense que les gens qui l'entourent, les voisins, peuvent aussi en parler. Mais c'était quelqu'un vraiment de formidable. Et quoi qu'il arrive maintenant, bien qu'elle ait ses 101, 102 ans, je pense quand même que c'est une grâce que le ciel lui donne de pouvoir la garder aussi vive, aussi déterminée. Elle était une mère qui était prête à toujours encourager, voir souffrir, entendre souffrir. Elle avait toujours quelque chose, un conseil à donner. Et vous faites ceci, faites cela. Mais on a grandi avec cette, comment je vais dire, ce principe-là. On a fait comme elle et puis là, ça va. Sa vie a été bien remplie entre la famille et le travail. Alexandrine a d'abord eu 3 enfants d'un premier mariage avant de perdre très tôt son mari. 5 ans plus tard, elle a refait sa vie et eu 4 autres enfants. En tout, 4 filles et 3 garçons qu'elle a élevés tout en travaillant. Alexandrine s'occupait de son jardin à Port-Blanc et faisait de l'élevage de bovins. Elle partait vendre ses légumes et son lait sur le marché. Elle sortait d'ici à Cocoyer pour aller à Pointe-à-Pitre à pied. Et forcément, quand elle montait, elle voulait vendre absolument tous ses produits pour avoir un petit peu d'argent pour monter. Et souvent, le peu de transport en commun qu'il y avait, et donc elle préférait monter à pied pour pouvoir économiser les quelques centimes qu'elle avait vendus de ses produits. Vu les conditions dans lesquelles nous avons été élevés, très difficile, et comme je disais, c'était la période de Saurin, le gouvernement. C'était pas évident, très difficile, et elle a pu élever ses enfants. Je ne dirais pas que je suis arrivée, mais quand on peut comparer les enfants de mon âge, on n'a pas, il n'y a pas, enfin, c'est, comment je vais vous dire ça? Enfin, il y a mieux, mais il y a pire.
Alexandrine Kozema fait partie des 5 centenaires mis à l'honneur ce mois-ci par le conseil départemental. L'occasion pour elle de partager un moment fort avec ses proches et de faire passer ce message à la jeune génération. La vie est belle. La vie est belle. C'est un nouveau mode de consommation, voire une pratique culturelle qui s'installe désormais en Guadeloupe. Les marchés aux puces se multiplient dans chaque ville, dans chaque commune. La ville des Abîmes, elle, tente de relancer un marché qui n'avait pas pris au cours des dernières années. Ses organisateurs ont décidé de prendre le pari d'organiser le leur le samedi plutôt que le dimanche. Karine Gielman. Des puces aux abîmes chaque mois, c'est l'ambition d'une association abîmienne, 1000 l'idée. Des tentatives de marché de l'occasion ont déjà été réalisées dans la commune, mais jusque-là peu suivies. On essaiera de le faire plus régulier pour avoir un peu plus de monde et que les gens s'habituent comme les autres communes. C'est une demande. Nous nous sommes dit que les autres communes organisaient leur marché le dimanche et il y avait un creux. Alors on a décidé avec l'association 1000 idées, dont je suis la présidente, d'organiser le samedi. Il y avait une place à prendre. Là, ça va démarrer peut-être bien positivement. Il veut dire c'est peu que ça continue. Mais ce n'est pas la première fois, comme les gens ne viennent pas vraiment. Donc à un moment, ils avaient arrêté. Là, ils vont recommencer, mais pour que ça puisse durer. Et j'ai dit, bon, je viens faire un tour pour voir comment ça se passe. Voilà. Ça va, vous êtes contente? Pour l'instant, oui. Très contente. Cette fois, l'association met plusieurs atouts de son côté. La plupart des autres marchés aux puces de Guadeloupe se déroulent le dimanche. Ils s'installeront donc le samedi à l'entrée du bourg et surtout, ils souhaitent favoriser les objets anciens. Malgré un temps maussade, près de 20 exposants sont attendus. C'est désormais l'affaire qui agite le monde politique et socio-économique du Sud Basse-Terre. Le projet d'un centre commercial à Gourbert, porté par le groupe Bernard Ayotte, soulève des oppositions et notamment celle de l'Association des commerçants de Basse-Terre qui, cette semaine, a révélé un rapport qui met en lumière l'incompatibilité, apparemment, du terrain sur lequel doit s'ériger ce centre commercial. Luc Adémar, le maire de Gourbert, était hier l'invité de notre édition de 19h. Il a réfuté ces arguments et rappelé que ce projet avait abouti à l'issue d'une procédure transparente. L'Union des commerçants. L'Union des commerçants relève d'un organe consulaire, la Chambre de commerce. Le choix de ce groupe GBH a été fait dans le cadre de cet organe consulaire. Je n'oublierai pas, en 2008, il y avait plusieurs porteurs de projets. Parmi ces porteurs de projets, il y avait même un porteur de projet américain. C'est le groupe GBH, de par véritablement la nature de son projet et surtout les perspectives qu'offrait ce groupe, que ce groupe a été retenu. C'est un débat qui se situe donc à l'intérieur de la chambre consulaire. Et je n'oublierai pas que ce jour-là, la plupart des commerçants étaient d'accord parce qu'il y a un droit préférentiel qui a été reconnu pour les commerçants de Basse-Terre. Donc s'il y a un débat aujourd'hui de ce projet-là, comprenez bien, moi ça m'amuse parce que ça ne serait pas passé dans une salle de spectacle. Ça s'est passé au sein de la chambre consulaire. Parce que la chambre consulaire qui porte ce projet, véritablement, le soutien, a mis en place tout ce qui a trait à un dispositif pour permettre véritablement l'essor du commerce dans le sud Basse-Terre. Ce que je voudrais tout simplement ajouter à ce niveau-là, c'est que sur le plan de tout ce qui a trait au règlement d'urbanisme, ça c'est l'action politique. Pourquoi Gourbert intervient? Gourbert intervient pourquoi? Parce que c'est le hasard qui veut que Gourbert soit un lieu stratégique de développement du sud Basse-Terre et que ce terrain se trouve sur le territoire de Gourbert, à l'entrée du sud Basse-Terre. Gourbert est véritablement celui qui doit jouer un rôle prépondérant dans le développement du sud Basse-Terre. Est-ce que le maire de Gourbert peut rester insensible à un porteur de projet privé qui vient injecter plusieurs millions dans le secteur économique, qui vient porter l'espoir justement d'un développement d'emploi qui est une exigence aujourd'hui? Est-ce que la commune de Gourbert peut rester insensible? Dans l'actualité sociale, la grève se poursuit à Canal-Antille après maintenant plus d'1 mois. Grévistes et directions se sont pourtant rencontrés sous la médiation de la direction du travail.
Mais depuis cette rencontre, les deux parties se livrent à une véritable guerre d'information, notamment sur le sujet de la réintégration de la salariée licenciée pour faute grave. Et puis à Pliano-Gosier, les opposants à la construction de 90 logements sociaux par la SEM-SAMA restent mobilisés. Hier, ils ont pourtant rencontré le maire du Gosier, mais cette rencontre n'a pas abouti à une solution d'apaisement. On en vient à l'actualité dans notre grande région avec les répercussions de la désormais fameuse affaire Panama Papers. Répercussions pour le Panama lui-même, mais également pour l'Association des États de la Caraïbe, la CARICOM. Selon le président panaméen Juan Carlos Varela, la décision de Paris de réinscrire le Panama sur la liste noire des États non coopératifs en matière fiscale est erronée et non nécessaire. Après une conversation téléphonique avec son homologue François Hollande, le chef de l'État du Panama a expliqué que son pays n'envisageait toutefois pas de mesures de rétorsion, préférant la voie diplomatique dans la recherche d'une solution. Pour sa part, François Hollande a vivement encouragé le Panama à répondre aux demandes d'information des autorités fiscales françaises. Le chef de l'État français a par ailleurs confirmé que la France avait demandé la tenue la semaine prochaine d'une réunion des experts de haut niveau de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, pour travailler à une action coordonnée des administrations fiscales. Dans un communiqué, Irvine Larocque, le secrétaire général de la Communauté des Caraïbes, la CARICOM, a exprimé sa crainte que l'affaire des Panama Papers n'entache l'image des services financiers des États membres et membres associés de son organisation. Pour Irvine Larocque, les médias assimilent la Caraïbe à un vaste territoire de paradis fiscaux qui est bien loin de la réalité de la réglementation de ce secteur. Il rappelle que les États membres de la CARICOM s'appliquent à respecter l'ensemble des réglementations internationales en matière de transparence fiscale. Irvine Larocque invite alors à la plus grande prudence afin de ne pas étiqueter injustement l'ensemble des pays membres de la CARICOM comme paradis fiscaux. 4 hommes armés circulant à bord d'un faux véhicule de police ont été interpellés grâce à une faute d'orthographe imprimée sur leur véhicule. Le véhicule, en tout point identique à ceux utilisés par la police fédérale, comportait une faute d'orthographe sur la portière avant, ce qui a attiré l'attention d'une patrouille de militaires. Le mot « division » y avait été écrit par erreur avec un C. Les 4 hommes ont été interpellés et vont faire l'objet d'une enquête judiciaire. Comme de vrais policiers, ils étaient en possession de plusieurs armes et munitions. Les détenus s'étaient d'abord présentés comme des membres des forces rurales, une section de la police créée par les autorités en 2014 pour intégrer des milices d'autodéfense combattant le crime organisé. Mais les autorités judiciaires de l'État de Michoacán ont informé que les détenus n'appartenaient à aucune corporation chargée de la sécurité. L'État du Michoacán, que borde l'océan Pacifique, est le théâtre régulier de violences entre cartels pour le contrôle des routes de la drogue. On en vient à l'actualité sportive chez nous. D'abord, un point sur les positions de la Transat AG2R, la mondiale. Un changement en tête de course ce soir. C'est désormais le bateau Agir Recouvrement qui occupe la tête en dépassant les îles des Canaries. Les représentants guadeloupéens sont toujours aux mêmes places. Les Saintes arrivent 9e, Marie-Galante est 11e et Guadeloupe 12e. Tennis avec l'Open de Guadeloupe. On dispute depuis cet après-midi les demi-finales. Les meilleurs sont au rendez-vous, hormis la surprise venue du japonais Nishioka qui a tout simplement éliminé la tête de série numéro 1, Éric Pommier. Les choses s'éclaircissent dans le tableau final de l'Open de Guadeloupe internationaux masculin de tennis. Demi-finale oblige, seuls 4 joueurs sont encore en liste. Sans surprise, le prodige américain Fritz Taylor se fraye un chemin sans détour après avoir éliminé 3 joueurs dans son tableau. L'adversaire à battre désormais pour le jeune américain tête de série numéro 2, c'est le Tunisien Jaziri Malek, numéro 96 mondial. Profil de cette rencontre, un match accroché qui devrait connaître l'épisode des 3-7. Les 2 joueurs sont dotés du même jeu. Le mental fera la différence. Avantage Fritz Taylor qui a déjà rencontré ce Tunisien en 2015 aux États-Unis. Fritz Taylor avait eu le dessus en 2-7. Pour l'autre affiche est à suivre le joueur japonais Nishioka. Il s'est défait de la tête de série numéro 1, l'américain Rajiv Ram.
Opposé pour cette autre demi-finale à l'Américain Stefan Kozlov, là encore la partie s'annonce serrée, mais le Japonais a affiché un jeu particulièrement agressif. Demain, soit on assiste à une finale 100% américaine, à moins que le Japonais ait décidé de faire de cet Open le premier challenger de sa jeune carrière de tennisman. On connaîtra donc demain les résultats de ces rencontres qui se disputent encore en ce moment même. En cyclisme, avec la cinquième manche des 6 jours du Crédit Agricole, sixième manche qui s'est disputée aujourd'hui en 2 tronçons. Le premier long de 95 km entre le Moule et les Abîmes, Petit Pérou, très exactement, devant le siège de la banque. Donc a été remporté par Joachim Gregorio de l'UVMG qui a devancé Cédric Ramotte de l'USL. Un Cédric Ramotte de nouveau second cet après-midi lors du second tronçon de 80 km entre le Lamentin et Petit Pérou. Ce tronçon a été remporté par Jules Lanclume du VO2C. On en vient au football avec la 22e journée du championnat de division d'honneur. Les résultats, l'Amical Club de Marie-Galante, vous le savez, a été défait par le CSM 1-0. Le Sirocco a battu le Red Star 2-1, ça c'était hier soir. Cet après-midi, la Juventus et l'USBM ont fait match nul 0 partout. L'AOG a défait l'Arsenal 1-0. Au programme ce soir, CA Marquisa Gauloise, c'est à Capesterre-Belo, Phare du Canal USR à Petit Canal et Solidarité Scolaire Étoile à Bémao. En cas de victoire ce soir, l'USR pourrait d'ores et déjà être sacré champion de la Guadeloupe. Cette semaine, l'école de formation au métier du cheval, la FASEC, était en Guadeloupe pour le recrutement de potentiels cavaliers. L'occasion pour le monde hippique guadeloupéen de mettre en avant la palette de métiers et les débouchés dans ce secteur, métiers comme tout simplement moniteur d'équitation, moniteur, mais également monitrice. Karine Gelman. Lisa a 8 ans. Elle veut devenir vétérinaire. Venue de Martinique pour ses cours d'équitation, monter à cheval est une véritable passion pour cette jeune fille. J'aime le monter, le brosser. J'aime le sangler, le laver. Avec Camille, sa monitrice, le brossage est important. Vous devez le nettoyer tous les jours ? Oui, enfin à chaque fois qu'on le monte, avant et après. Pour vérifier qu'il ne soit pas blessé, puis pour enlever la boue. Et puis pour prendre soin de lui. Il aime ça ? Ouais. Ça permet d'établir une relation avec eux. Et il a quel âge celui-ci ? Elle a 15 ou 16 ans. Direction au pas pour la suite de la leçon. Au programme, l'équilibre, la posture à adopter en fonction des réactions du cheval et l'allure demandée, le trot, le pas ou encore le galop. Devenir moniteur, c'est être bon cavalier, mais également être vigilant et pédagogue avec les élèves. La formation, enfin moi à l'époque c'était un brevet d'état d'éducateur sportif, donc c'était une formation sur 2 ans dans un centre équestre. Et après, comment vient l'envie, c'est par passion et par... parce que ça fait longtemps que je suis avec les chevaux, donc c'est une bonne solution pour allier passion et mode de vie. Un rythme de vie guidé par l'amour des chevaux. Des nouvelles du temps avant de nous séparer, eh bien, il va se gâter demain des averses tout autour de la Grande Terre, mais également sur les sommets de la Basse-Terre et même les îles. Les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés. Dans un instant, innovation concoctée par Karine Gelman, le journal de TF1, la météo de notre grande région de la Caraïbe, l'agenda, et puis ce soir, votre rendez-vous avec notre émission The Voice. Passez une excellente soirée sur Alizé. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30, notre premier journal régional. Excellente soirée.